Bon, ouais. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Murder Party, L'homme parfait. Oh, Qu'est-ce qu'il y a, Axel? ah, Tu regardes quoi là? là, je regarde les sorties ciné de France, mais franchement, il n'y a pas eu grand-chose, hein. Bah attends, y a pas que des films pourris, enfin y a aussi eu des bons films cette année quoi. En Ah ouais? France. Ouais. Tu veux des exemples? Ouais. Attends, on va t'en donner. Bonjour à tous, ici le Geekophile, je suis toujours avec Florent. Salut. On se retrouve cette fois-ci pour le top 10 des films. Mais top 10, nous on a une particularité, c'est qu'on fait deux top 10. Un film internationaux, donc en gros pas réalisé par des Français, ouais. Et un top 10 réalisé par des Français. Vous verrez pourquoi on précise réalisé par, parce qu'il y a des productions, on va dire américaines, mais réalisées par des Français. Et du coup on vous le redétaillera à ce moment-là. Et c'est pour faire honneur à la France. Ouais. Parce qu'on dit souvent, oui, en France, on fait que des films nuls, des comédies pourries et des drames chiants. Il y a aussi d'autres films qui sont vraiment enthousiasmants. Alors, je vais te laisser commencer. Toi, en numéro 10, tu as mis Irréductible de Jérôme Commandeur. Alors, pour moi, c'était presque... J'aurais failli le mettre dans les surprises, parce qu'en fait, c'était un film que je n'attendais pas. Je me suis dit, oula, Jérôme Commandeur, un truc qui a l'air... L'abondance vendait une comédie un peu potache. Je me suis dit, bon, encore un truc un peu classique et tout. Christian Clavier au casting. Christian Clavier au casting. Et je me dis, bon, bah, ouais, voilà, pourquoi pas. Et j'ai une pote qui bosse dans l'administration française, qui me dit, ah, faut que tu le vois, en vrai, il est vraiment marrant. Et on s'est reconnu un peu dedans. Je me dis, oula. Donc je vais le voir. Et donc ça parle de quoi? Ça parle donc du personnage de Jérôme Commandeur, qui est employé de l'administration française. À Limoges. À Limoges. Et il fait limoger. C'est ça, il se fait limoger. Bien joué. Et du coup, en fait, il y a un remodèlement ministériel qui fait qu'il vire plein de monde, sauf les handicapés, sauf ceux qui ont une retraite. Enfin voilà, en gros, il y a plein de conditions. Il y a une seule personne qui ne correspond pas à cette description. Et bien, c'est le personnage de Jérôme Commandeur, qui se retrouve du coup à devoir accepter un chèque pour partir, mais il dit bah comment je vais faire et tout. Alors il contacte Christian Clavier qui joue un syndicaliste qui va lui dire non, ne lâche pas, ils n'ont pas le droit de te virer, ils pourront pas te virer, tant que tu acceptes pas ce chèque, ils te vireront pas, le poste est beaucoup trop cool pour que tu partes. Donc il va refuser le chèque et bien là, à partir de là, sa chef va essayer de lui faire vivre un enfer, l'envoyer dans les quatre coins du monde les plus horribles pour essayer de le convaincre de prendre ce chèque et de se barrer. Et le film est assez frais en fait, et ça c'est drôle. L'humour est pas lourd en fait. Il y a vraiment une parodie de l'administration française qui est bien pensée, qui est un peu caricaturale, mais comme on aime en fait ce genre de parodie. Et franchement, je m'attendais à un truc très très lourd et pas du tout. Ça c'est assez fluide et vraiment j'ai bien aimé l'humour. Et puis même le personnage de Jérôme Commandeur, il est finalement assez attachant. Oui, bien sûr. Parce que il a un côté je lâche rien, j'essaie de m'adapter à toutes les situations. Ouais, on comprend aussi son espèce de combat un peu bizarre. Oui, c'est plutôt une bonne surprise aussi. Alors moi en numéro 10, j'ai mis Ernest et Célestine, le voyage en Charabie de Julia Cheng et Jean-Christophe Roger. Alors, est-ce que ce film est dans mon top 10 France parce que c'est le premier film que ma nièce filleule a découvert avec moi au cinéma? Oui, certainement. Sans doute, ouais. Alors, j'avais beaucoup aimé la première adaptation cinéma de Ernest et Célestine, qui était sortie il y a 5-6 ans, peut-être un peu plus, qui était donc une adaptation de ce conte un peu dessiné, un peu écrit pour enfants. Et on avait un style graphique très particulier avec des couleurs un peu, aquarelle comme ça, très très joli. Et là en fait dans l'histoire, c'est tout simple, c'est Ernest qui casse son violon et Célestine qui dit bah c'est pas grave, on va le réparer chez un luthier. Il fait non en fait on peut le réparer que chez un seul luthier, c'est un gars qui habite donc en Charabie, son pays natal. Et il n'a pas du tout envie de retourner dans son pays natal, parce qu'il y a encore sa famille là-bas et il a certains contentieux. Et Célestine dit bah c'est pas grave, allez, j'y vais, et puis tant pis, je te ramène ton violon. Et lui il la rattrape, il se retrouve là-bas en Charivari, et en fait ce qui se passe c'est que là-bas c'est presque une espèce de dictature. Les gens n'ont plus le droit de jouer de la musique.
ou alors ils n'ont le droit de jouer qu'une note de musique. Donc t'as des pianos où t'as juste une note qui traîne. Les pianos de David Guetta du coup. Ouais, exactement, c'est un petit peu assez laid, non ? Et tu as une espèce de super résistant qui lui joue du saxophone, tu vois, on a un peu rien à foutre. Et là on se rend compte que dans les bas-fonds de la ville, dans les cachés à l'arrière des bars, on a une espèce de vie souterraine qui continue de faire de la musique. Et lui qui a des rapports avec sa famille, donc Ernest qui retrouve son père, son père est juge, donc il est là pour appliquer les lois. On a donc un sous-texte sur l'héritage familial, ce qu'on attend de toi, ton désir profond, et aussi une espèce de critique du totalitarisme, mais adapté aux enfants. Et ça, c'est ça qui rend le film vraiment brillant. C'est que tout le long, bah, ça reste intelligent. On ne prend jamais les enfants pour des cons avec des blagues pourries. Et c'est vraiment entraînant, et encore une fois, c'est magnifique visuellement. Donc, gros conseil d'animation français d'Estelle. Alors, en numéro 9, tu as mis un film de Romain Gavras, Athéna, qui est sorti sur Netflix. C'est ça. Alors, Athéna, ça raconte quoi ? Ça raconte l'histoire une bavure policière qui aurait eu lieu. Un jeune est décédé, c'est ça le postulat de base. Et donc, les frères on va suivre les frères de cet homme décédé. Et en fait, dans les frères, on va avoir le belliqueux, on va avoir le pacifiste, celui qui est un peu là au milieu, parce qu'en fait ça l'emmerde un peu parce que lui il fait du trafic de drogue et il va y avoir un truc qui va l'emmerder. Et de là, on va suivre une rébellion, si on veut, une révolte au sein d'une banlieue. Et ce qui est très intéressant avec ce truc-là, et pourquoi ça s'appelle Athéna, donc ça s'appelle Athéna parce que c'est la cité Athéna, mais c'est aussi parce que c'est une tragédie grecque contemporaine mise dans une banlieue. Et ça a été plutôt mal compris parce que les gens se sont dit oh, un énième film de banlieue, en plus c'est un peu caricatural. Mais non, c'est avant tout une tragédie. C'est ça. C'est vraiment une tragédie grecque avec les trois frères qui pleurent la mort du quatrième et qui du coup vont avoir chacun leur manière d'aborder les choses. Et il y a une tension assez impressionnante, et au niveau réalisation aussi, c'est un bijou parce que c'est donc un plan séquence, ce qu'on appelle un plan séquence, et on ne coupe pas la caméra, et donc il y a vraiment des transitions qui sont assez incroyable, je trouve. Par exemple, on est tout au début, on a le discours du frère pacifique qui dit faut pas se calmer, faut rester calme et tout. Et en quelques instants, avec des mouvements de caméra, on va comprendre que ça part en vrille très rapidement. Et de là, en fait, on part d'un mec qui semble être dans un commissariat, on ne sait pas quoi, et en réalité, en fait, il se retrouve très vite dans la banlieue et très vite mélangé à toute cette rébellion. Avec aussi le personnage d'Anthony Bajon qui va jouer un flic qui va se retrouver plongé. On a le point de vue des flics. C'est ça, plongé. Donc on a tant la vision des flics que la vision des gens de la banlieue, et donc c'est très 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 bien foutu. Et franchement, c'est un très bon film, moi je trouve. Ouais. Bah, moi j'ai beaucoup aimé aussi. Alors en numéro 9, j'ai mis Pilote de Paul Doucet. Alors c'est un film qui est sorti vraiment en catimini sur MyCanal. Ça fait partie des rares créations originales françaises sorties directement sur MyCanal. Et en fait, le film est tout simple. Ça se passe donc en Afrique, et c'est des gens qui vont, des militaires qui vont contrôler des drones pour envoyer des bombes sur des voitures, sur des bâtiments. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a un de ces pilotes qui va voir, sur son écran d'ordinateur, s'ouvrir une fenêtre, et il va se rendre compte qu'en fait, sa femme, qui est elle-même donc dans ce pays d'Afrique, se fait kidnapper par donc un militaire de l'opposition, on va dire, et qui lui va dire si tu fais pas péter des bombes exactement à cet endroit-là, ou si tu évites volontairement ce convoi, on tuera pas ta femme. Et en fait, ce qui est bien fait, c'est cette espèce de tension où lui va être obligé de taper à côté, et sa hiérarchie va faire attendez, vous êtes complètement con. Je veux dire, ça fait 1 an que vous ratez aucun tir. Et là, 2 tirs de suite. Oh, vraiment, je sais pas pourquoi. Je suis un peu mauvais, quoi. Et voilà, on va arriver à se mettre à sa place. On est en totale empathie avec lui. Il y a une mise en scène qui est vraiment en tension tout le long. Et la scène finale, que je vais évidemment pas révéler ici, elle est marquante jusqu'après le film. Vraiment, on y repense en disant waouh, c'est tellement malin de gérer ça comme ça, et surtout de s'arrêter au bon moment. Donc ça dure 1h10, et
c'est tout ce que j'aime dans l'espèce d'originalité de cette espèce de case My Canal, petit budget, français, thriller. Ouais, gros conseil. Alors en numéro 8, tu as mis Goliath de Frédéric Tellier. Ouais, alors Goliath, c'est donc un film, on va dire, judiciaire, où en fait on va suivre l'histoire donc d'une jeune, d'un avocat du moins, c'est celui-là qui va être le plus central, qui va défendre une femme qui s'est immolée par le feu pour contester contre des engrais qui seraient dangereux pour la santé. C'est pas du glyphosate, c'est du glyphosate mais on le dit pas. Voilà, c'est ça. Mais en gros c'est glyphosate. Donc c'est inspiré d'un procès autour du glyphosate et donc on va se retrouver avec une confrontation d'avocats entre un avocat qui va défendre le petit peuple, on va dire si on veut, avec Gilles Lelouch, et puis en face on va avoir des gros avocats qui vont défendre des avocats d'affaires qui vont eux être un peu sanglants, on va dire, un peu plus virulents, et du coup on va avec donc notamment Benjamin, c'est Laverne, non c'est Ninet, voilà je confonds, c'est Ninet oui, qui fait du coup l'avocat méchant si on veut, qui va être un peu sans limite sur la bâtardise. Et d'ailleurs c'est assez instructif par rapport à toute l'idée de communication. On se dit ah oui c'est un salopard mais c'est bien écrit, et on se dit mais c'est vrai que là c'est technique là, ça fonctionne, enfin il y a une espèce de phrasé ouais, et c'est vraiment bien foutu, et moi je trouvais ça assez intéressant sur l'aspect traitement donc judiciaire, sur comment on traite ça. Ça fait un peu penser à En eau trouble de... Non, c'était Dark Water. Dark Water, c'est sorti il y a 2 ans, et oui, tout le monde a dit c'est un peu le Dark Water français. Ouais. Dans Dark Water, ça parlait du téflon avec l'eau contaminée, tout ça. Et là, on est sur un autre problème d'agriculture. Voilà, c'est ça. Mais vraiment, je trouvais le truc assez passionnant et assez prenant, et rien que pour voir un méchant Ninet, c'était assez cool aussi. Ouais, c'est vrai que ça change. Alors moi en numéro 8, j'ai mis La vraie famille de Fabien Gorgera. En fait, c'est un film qui a l'air tout simple à la base. C'est donc une famille d'accueil qui a accueilli un enfant il y a plus de 6 ans. Donc l'enfant grandit, la famille est très heureuse, tout ça. Et il se trouve que à ses 6 ans, il y a le père du gamin qui fait oui, alors en fait, quand je l'ai laissé, j'avais pas trop les moyens, franchement ça m'a un peu dépassé, mais là maintenant je viens de reprendre. Et la famille d'accueil dit non, enfin nous on est attachés à ce gamin, écoutez on va voir votre hiérarchie. La hiérarchie lui dit non, il faut vous devez rendre le gamin. Et on va avoir l'administration qui va dire détachez-vous, le père qui va faire du forcing, et elle qui a du mal vraiment à se détacher de ça. Donc on a un film sur l'idée de famille, mais c'est tellement beau, c'est tellement bien fait, il y a une émotion tout le long, et Mélanie Thierry joue excellemment bien. Et au niveau de la mise en scène, le gars c'est un virtuose en puissance, parce que il arrive à faire des petits plans séquences, des panotages de caméra qui sont extrêmement bien étudiés. Des fois on suit la caméra dans quasiment toute la maison. Il y a les musiques qui sont vraiment bien utilisées, on va avoir des chorégraphies de danse pour montrer la joie, et il y a des scènes de tension. Vraiment ils vont partir au sport d'hiver, et là on sait qu'il y a cette petite info, on sait que le gars il peut commencer à faire son enquête pour savoir où ils sont, et on sait qu'elle est pas vraiment dans son droit, mais on a envie de la soutenir. Et c'est ça qui est magnifique, jusqu'à une scène à la fin que je vais pas révéler, mais qui est bouleversante. Enfin vraiment très très bien écrit. Alors en numéro 7, tu as mis un autre film avec Pierre Ninet, tu as mis Mascarade, le nouveau Nicolas Bedos. Ouais. Alors Mascarade, ça raconte quoi? Alors ça raconte l'histoire donc du personnage de Marina Vacht et donc Pierre Ninet, qui sont 2 jeunes, et les 2 vont un petit peu on va dire faire les gigolos de personnes plus âgées et riches, notamment Ninet qui lui est l'amant d'une célèbre actrice qui du coup est un petit peu sur le déclin mais qui tente de retrouver un rôle. Et elle est un peu changeante, elle va avoir plusieurs compagnons dont elle va profiter un petit peu de la fortune. Et en fait un jour les 2 vont se dire si on montait un coup
où on va essayer de les arnaquer. Moi, ma grande actrice, et toi, on va te trouver un pigeon, et ce pigeon, ce sera François Cluzet, qui est un mec qui travaille dans l'immobilier, qui son mariage va moyennement, et donc du coup ils se disent bon tiens, on va essayer de foutre en l'air son mariage et de te placer là pour que tu puisses vraiment lui piquer son argent, te marier, et puis une fois que tu seras marié, eh bien on trouvera des solutions pour le faire accuser. Et on va suivre en fait ça en même temps qu'on suit un procès. On ne sait pas le procès de qui, on ne sait pas le procès de quoi, mais tout au début on a déjà des débuts de morceaux de procès. En fait, le procès, c'est le temps présent. C'est ça. Toute l'histoire, c'est quasiment des flashbacks, plus ou moins, on a une explication avec des liens pour tout le monde, quoi. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment bien écrit. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant dans le côté un peu bâtard, malsain du film. Alors, vous savez qu'on aime bien ça si vous regardez nos vidéos. Mais là, on a vraiment des personnages qui sont très tous malsains quand même. En fait, il y en a aucun qui est vraiment bien. Il y a peut-être Cluzet qui est un peu plus excusable, on va dire, que les autres. Il est un peu moins, c'est un peu plus la victime dans cette histoire. Il y a des moments où ils ont 2-3 états d'âme. Ouais. Ils disent peut-être un peu loin. Enfin, ils n'ont pas cherché. C'est ça, ouais. Et moi, à la fin, ma surprise, et surtout à la fin, j'étais putain. Donc j'ai trouvé ça, rien que pour ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et les acteurs sont brillants dedans et ils mériteraient tous, ils méritent tous une nomination au César, je crois qu'ils l'ont. Et en tout cas, ils mériteraient d'être nommés ou même d'avoir le prix des meilleurs acteurs, meilleur second rôle dans ces personnages. Ouais. Alors moi en numéro 7, j'ai mis un autre film qui parle de famille, j'ai mis Le 6e enfant de Léopold Legrand. Alors là l'histoire elle est un peu particulière, donc c'est on va dire un gars qui vit dans une caravane, on va dire un gitan, qui au début du film vole du cuivre. Donc il se retrouve au tribunal, et là il y a un avocat commis d'office qui lui dit bon écoutez votre affaire là on peut essayer de gérer, on peut jouer sur le misérabilisme, voilà, on va s'en sortir. Et finalement il s'en sort, il fait pas de tôle, donc il est très content, il fait écoute viens on va boire un coup chez moi. Et quand il arrive chez lui, il voit dans la caravane donc plein de gosses, et lui-même avocat n'arrive pas à avoir d'enfant avec sa femme. Et là il lui fait tu sais ma femme elle est enceinte du 6e enfant, mais franchement on en a déjà plein, c'est un peu une galère quoi. Et lui-même il se dit putain la vie est mal faite quoi. Il y a un enfant en trop, et puis nous on essaie d'adopter, on a essayé les FIF, tout ça, il n'y a rien qui marche. Et là il y a la femme de l'avocat qui lui fait écoute si tu veux on leur propose de l'argent et comme ça on récupère leur gosse. Je dis mais non c'est insensé. Et c'est ça le départ du film, et c'est vraiment tragique parce que plus le film avance, plus on commence à être en empathie avec eux, et ils commencent à monter des plans, genre ils vont faire des trafics de cartes vitales, genre il faut qu'ils fassent des échographies, mais qu'il faut qu'ils changent le nom en se faisant passer pour la sœur de l'autre, et l'une et l'autre vont vraiment se rassembler, commencer à se comprendre. Alors forcément c'est une espèce de lutte des classes, parce que elle-même elle est avocate, donc elle connaît la loi, et elle a une certaine culture, et l'autre se sent un peu on dirait pas sur le même niveau quoi. Ouais. Et c'est vraiment un très très bon film en tant que jeu d'acteur. Le scénario c'est pas non plus révolutionnaire, mais il arrive à garder sa tension, et il y a une certaine sensibilité dans l'ensemble. Et oui, c'était vraiment une très très grosse claque que j'ai découvert avec grande joie au cinéma. Alors en numéro 6, tu as mis un film fantastique français, ouais. Les 5 Diables de Léa Mysius. Ouais, alors Les 5 Diables, ça parle de quoi ? Eh bien, ça va parler donc d'un petit club de natation avec notamment donc Adèle Exarchopoulos qui donc joue une monitrice, enfin une maître nageuse, et en fait il va y avoir dans la vie de cette jeune femme le retour de la sœur de son mari. Mais bizarrement, il y a une ambiance un peu lourde autour du retour de cette personne. Elle n'est pas bienvenue partout. Non, elle n'est pas bienvenue partout. Le personnage d'Adèle dit non mais faut pas trop qu'on sache qu'elle est là, moi je veux pas qu'elle soit là, etc. Donc on comprend pas vraiment.
Et puis bon, on se dit bon, je pose des questions. Et puis en parallèle, on a la petite fille donc du personnage d'Adèle, qui elle a une particularité, c'est qu'elle a un nez incroyable, un petit peu comme dans Le Parfum ou voilà, des choses comme ça. Et bien elle a un nez incroyable, et du coup il y a une scène assez incroyable où elle teste l'odorat de sa fille. Elle lui dit attends, bah, je te cache les yeux, retrouve-moi dans la forêt. Et la gamine arrive à suivre sa mère rien qu'à l'odorat. Et c'est vraiment hyper touchant comme scène. Et bien cette gamine, en sentant un truc particulier, elle va avoir des genres de flashbacks. Enfin, on a l'impression que c'est des flashbacks, mais en même temps, elle a l'impression que certains personnages du passé la voient. En fait, c'est comme si elle avait des alus, mais c'est des alus qui sont ultra précis. C'est ça. Et oui, c'est ça le côté fantastique. C'est ça, voilà. Et donc là, à ce moment-là, on va se dire, oh là là, mais où est-ce qu'on va? Et il y a tout un... Bon, j'en répète pas plus parce qu'après ça se développe, mais on a vraiment un côté hyper... touchant à travers les relations des personnages. Là, on a des relations qui sont un peu conflictuelles, on comprend pas tout de suite, et on va avoir différents personnages qui vont entrer dans le développement de ce film. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir qu'on peut faire du fantastique soft. Donc c'est vraiment, il n'y a pas besoin d'effets spéciaux, il n'y a pas besoin c'est vraiment tout sur de la mise en scène et du contexte, voilà. Et ça passe super bien. Le scénario est très original et le rendu est super sympa. La fin est un peu horrible en fait. On a vraiment je vais pas en dire, mais on se sent un petit peu tiré en se disant ok, mais alors du coup on se met dans quel camp. Enfin, c'est un petit peu ambigu, et c'est ça qui est très intéressant avec ce film, c'est que du coup on est un peu remis en cause sur notre manière de penser des personnages du début, en se disant ah bah elle, oui, elle a l'air d'être comme ça, lui, on comprend pas pourquoi. Et plus on avance, on se dit ah ouais, mais on comprend pourquoi telle personne est comme ça et tout, et ça c'est plutôt bien foutu. Ouais. Alors moi, en numéro 6, j'ai mis un autre film fantastique français, c'est Falcon Lake de Charlotte Lebon, donc une ancienne présentatrice météo de MyCanal, qui depuis a joué dans des films qui étaient majoritairement pas ouf. Ouais. Et là, en tant que réel, on se dit qu'est-ce qu'elle va nous faire? Et elle est arrivée sur des festivals de films fantastiques et tout le monde a dit waouh, impressionnant, vraiment. La presse, une grande partie du public a acclamé l'objet, quoi. Et en fait, donc dans ce film, c'est un garçon qui part de France pour aller au Canada, le Canada français, le Québec. Et là, il retrouve une fille. Alors, je sais pas si elle fait partie de sa famille, c'est peut-être sa cousine, je sais plus vraiment. Et en fait, c'est un film sur l'éveil du désir. Donc il va commencer à avoir des fantasmes sur elle, un rapport avec la séduction. Et il y a d'autres gamins qui eux parlent anglais, qui sont un peu plus bastoc, quoi, qui veulent eux la draguer. Donc on voit son espèce de timidité naturelle et la volonté de partager des choses avec elle. Et c'est ça en fait, c'est un film sur l'apprentissage, sur le passage à l'adolescence. Et en fond, c'est ça qui rend le film fantastique, c'est qu'à un moment donné, il y a la fille donc, qui va au bord de ce lac et qui dit au garçon, tu sais, il y a un garçon qui s'est noyé dans le lac il y a quelques années, et il paraît qu'il y a son fantôme qui rôde. Et quand on a cette phrase, finalement, on reprend en perspective beaucoup de choses dans le film, et on a une évolution un peu, on voit le récit et on a presque une interprétation parallèle de ce qu'on est en train de voir. Ouais. Et c'est ça qui rend le film profond, marquant, et il y a des scènes qui sont très touchantes, et encore une fois, comme tu disais, tu peux faire des choses très simples, tout en gardant un aspect fantastique. Donc oui, c'est vraiment une jolie petite bulle de presque romance enfantine, quoi. Ok. Alors, en numéro 5, tu as mis une espèce de blockbuster français, Couleur de l'incendie de Clovis Cornillac. Oui, alors du coup, Couleur de l'incendie, c'est la suite, on va dire plus ou moins suite de Au revoir là-haut, qui était donc les deux sont des bouquins adaptés de Pierre Lemaitre, et ici Pierre Lemaitre est aussi au scénario du film. Donc c'est plutôt bien adapté, et c'est pour ça qu'il est là, c'est une très bonne adaptation. Ça sait ne pas exploiter certaines choses du livre pour en fait rendre le film plus fluide. Oui. Et donc ici c'est réalisé par Clovis Cornillac. La réalisation est un petit peu scolaire, ça c'est pas le point fort du film, mais l'histoire est tellement intéressante et l'adaptation est tellement bien faite que ça rend le film très intéressant.
pour résumer très rapidement, c'est l'histoire donc de Madeleine, qui est donc la sœur du personnage principal du premier film, qui était qui n'est plus dans l'âge. Je vais pas spoiler Au revoir là-haut. Et donc on se retrouve cette fois-ci tout au début à l'enterrement de leur père commun, donc et à l'enterrement de ce père de famille, et bien le jeune garçon de Madeleine se jette du haut du balcon pour atterrir sur le cercueil de son grand-père. Et pourquoi il a fait ça? Et on ne sait pas vraiment pourquoi il a fait ça, et on va comprendre plus tard pourquoi il a fait ça. Et surtout, il y a en parallèle une histoire de faillite. En fait, cette jeune femme va malheureusement tout perdre sur des conseils un peu pas très bons conseils de certaines personnes. Faut dire aussi que c'est les années 30. Il va commencer à avoir certaines dépressions, à certains niveau économique, c'est pas ouf. Ça, ouais. Et donc on a sur fond de montée du fascisme, sur fond de crise économique, on va voir la vengeance de cette Madeleine pour en fait se venger de quelqu'un qui a fait quelque chose à son fils, de quelqu'un qui a provoqué, enfin de personnes qui ont provoqué sa perte, et c'est très bien écrit, c'est très... Oui. Très malsain, et c'est son plan il est tordu, mais le plan est très tordu, et en même temps en fait c'est justifié, enfin c'est presque justifié quoi. C'est-à-dire qu'on se dit ah ouais d'accord, ok, c'est très futé, c'est très fort, et les acteurs sont très très bons, donc ça marche vraiment très très bien. Il y a des scènes qui sont bien, genre quand t'as Benoît Poelvoorde qui fait son espèce de moteur là. Ouais. Ça amène à des scènes qui sont presque drôles. C'est ça, parce qu'on se dit, ah putain, le gars qui s'en prend plein la gueule, quoi. Vraiment pas de bol. Une espèce de machination comme ça. Même avec les nazis, il y a une espèce de travail de double jeu comme ça qui est vraiment, vraiment plaisant à suivre. Ouais. Alors moi, en numéro 5, j'ai mis Les Bad Guys de Monsieur Périfel. Alors il faut quand même dire que cette année, DreamWorks Animation a sorti Les Bad Guys, a sorti Le Chapeauté 2, dont j'attendais rien, mais l'animation est formidable. Et à côté de ça, on a eu Disney Pixar. Alerte rouge. Alerte rouge qui était sympa sans plus. Avalonia qui est un petit peu. Ça rame un peu quoi. Ouais. Et puis Buzz l'éclair qui finalement est assez décevant. Finalement en y repensant, on se dit. C'était pas le truc le plus révolutionnaire de ce qu'a pu faire ce studio. Et là, DreamWorks, j'ai l'impression qu'ils reprennent un peu la main. Et donc dans les Bad Guys, c'est donc une bande, une espèce de gang comme ça, qui est menée par un loup, un serpent, un hippopotame, une tarentule et un requin, voilà, qui sont dans un espèce d'animorphisme, un peu comme dans Zootopie ou des trucs comme ça. Et eux, ce qu'ils aiment faire, c'est des braquages. Vraiment, ils ont un espèce de sous-sol chez eux qui est rempli de tout ce qu'ils ont pu voler à droite à gauche. Et ils adorent faire des coups, un peu comme dans Ocean Eleven, c'est ce style de bande. Et un jour, il y a Loulou, il sauve la vie d'une grand-mère, vraiment presque sans le vouloir. Elle se retourne vers lui, elle lui fait « Oh merci, vous êtes vraiment quelqu'un de bien ». Et on se dit « Waouh, mais qu'est-ce qui va se passer ?» Et là, il commence à changer d'attitude, et il va un peu pousser les gens de son groupe à devenir gentils. Elle lui dit « Mais non, nous on est méchants, on est là pour faire des coups ». Et il va y avoir en espèce de parallèle un hamster qui lui va essayer de fomenter un plan pour essayer de détruire la bande et de voler un objet un peu secret. Donc l'histoire elle est vraiment cool à suivre et visuellement il y a un énorme travail parce qu'on est sur presque de l'adaptation BD avec visuellement ça ressemble un peu à du cel shading, mais pour moi c'est vraiment inventif et quasi révolutionnaire dans le genre de l'animation. Et tout est touchant, il y avait une ambiance funky à l'arrière qui rend tout très rythmé. Bon, je l'ai vu avec ma nièce et ma femme et on a tous les trois surkiffé ce film et c'est une des meilleures propositions d'animation, même hors France. C'est un des trucs les plus joyeux que j'ai pu voir de l'année. Et au niveau du doublage, c'est que des têtes d'affiche, on va dire, des gens connus, c'est pas des doubleurs, des gens qui ont l'habitude de faire que du doublage. Et je trouve que ça passe plutôt bien. Ouais, ça matche bien, ils sont tous plaisants à suivre. Alors, en numéro 4, tu as mis Fumer fait tousser de Quentin Dupieux. Alors ça fait partie de ces films où
je sens qu'il y a des gens qui vont pas accrocher s'ils le voient. Parce tu penses à Jean? Non, même pas. J'ai d'autres potes qui l'ont vu, qui m'ont dit qu'ils accrochaient pas au délire. Alors, Film et tout, c'est pour résumer très rapidement. Donc, c'est un film de Dupieux, donc c'est l'humour à la Dupieux. C'est très particulier comme humour. Donc, je précise toujours que, attention, vous dites pas, ah, je vais regarder un film du Palmacho, etc. Parce que souvent, il prend des acteurs très connus. Oui. Donc, en fait, ici, on suit la Tabac Force, qui est donc une genre de Power Rangers qui utilise les toxiques qui sont contenus dans la cigarette pour battre leurs méchants et du coup ils vont faire une mission, et à la fin de leur mission, leur chef, qui est un rat dégueulasse, qui a un genre de bave verte, qui leur dit non mais là vous êtes plus coordonnés, vous avez un manque de cohésion, vous allez prendre des vacances de cohésion. Et donc ils sont en vacances, et dans ces vacances ils vont se raconter des histoires. Et dans cette histoire, on va voir du coup des films dans le film, puisque chacun va raconter son histoire et ça va partir dans un film. Il y a plusieurs petites histoires comme ça qui sont très drôles. Et en fait, moi j'avais une théorie sur le fait que certains potes n'aient pas apprécié. C'est parce qu'il y en a plein qui m'ont dit ouais mais je suis frustré. Et je me suis dit possiblement que ce soit le but du film. C'est-à-dire que comme ça parle de tabac, la Tabac Force, et t'as cette frustration du tabac, et je me demande s'il a pas voulu se dire je vais faire que des histoires qui sont frustrantes, parce qu'il y en a qui finissent pas, il y en a qui ont une fin demi-teinte, et je me suis demandé si vous n'avez pas voulu faire un truc, justement un film sur la frustration, en mettant plusieurs histoires qui amenaient une forme de frustration. Un peu comme un fumeur qui, après avoir fini sa cigarette, va peut-être se dire j'ai envie de reprendre une suivante, ou alors je suis frustré parce qu'elle est déjà terminée, voilà. Et je trouvais ça, la métaphore intéressante. Je sais pas si c'est ça, c'est vraiment purement théorique, mais je trouvais l'idée intéressante, et peut-être que certaines personnes qui n'ont pas apprécié en voyant le film sous cet aspect-là auront peut-être une autre manière de le voir. C'est possible. En tout cas, les Barracuda racontent les meilleures histoires. Oui. Et oui, il faudrait peut-être éteindre le feu, je ne sais pas. Ah ouais. Spoiler, on peut le lancer comme ça. Alors, moi, en numéro 4, j'ai mis La revanche des crevettes pailletées de Cédric Le Gallo et Maxime Gonvacra. Alors, c'est la suite des crevettes pailletées. Donc, c'était un film qui parlait d'une équipe de water-polo gay qui allait au gay game. Et donc, on suivait un perso qui lui avait fait des insultes homophobes, qui était obligé d'être le coach de cette équipe, qui disait ah bah non et tout, quand même pas, voilà, les pays nul. Et pendant le film, finalement, il avait un changement, on avait un road trip parce qu'il devait partir jusqu'en en Norvège. Et voilà, on avait une attache avec tous ces personnages, on les découvrait petit à petit. C'était un film qui était assez joyeux. Et là, pour moi, c'est une suite qui fait meilleure que l'original, parce qu'on reprend cette équipe, donc on les connaît quasiment tous, on a vu le premier. Et là, en fait, c'est donc un joueur de water-polo professionnel qui a des petits soucis et qui est obligé de rejoindre cette équipe pour partir dans les championnats qui se déroulent cette année à Tokyo. Et il sait pas que c'est une équipe homosexuelle. Alors quand il arrive dans l'avion, il fait c'est bizarre quand même, ils ont une attitude un peu étrange. Et il se rend compte, il fait non mais j'ai quand même pas envie de faire partie de ça, non. Et il va commencer un peu à s'habituer à comprendre de quoi il s'agit. Et l'avion va avoir un problème, disons. Ils vont avoir une correspondance en Russie et ils vont se retrouver un peu perdus en Russie, sachant que la Russie c'est pas forcément le pays le plus gay-friendly du monde. Il y a des gens qui vont attaquer une certaine partie du groupe, d'autres qui vont se retrouver à un moment dans une espèce de château de rééducation à la normalité. Et c'est ça ce qui est fort et touchant, c'est que vu que le groupe est scindé, il se permet de développer beaucoup plus ses personnages, et on va avoir une attache. Alors le film est à la fois joyeux, on touche sur une belle émotion, sur une espèce de camaraderie d'ensemble, et il y a même des scènes qui sont d'une profonde tension. C'est-à-dire quand ils se baladent dans les rues, on se dit, la moindre personne qu'ils croisent, ça peut être un danger. Alors on voit aussi les bas-fonds de Moscou, avec le rapport avec Ernest et Célestine, une espèce de contre-culture, on l'a gay, oui. C'est pas une espèce de contre-culture musicale. Et oui, l'ensemble est très joyeux, la majorité des blagues fonctionnent, et tout ce qui se passe dans le château, avec cette espèce de volonté de normaliser, ce qui est très fort, c'est qu'il y a une espèce de confrontation morale et quasi religieuse entre les espèces de maîtres à penser et ce que des membres du groupe
peuvent avoir comme idée sur le progressisme. Et la confrontation des deux est vraiment brillante, très bien écrite, et moi j'étais avec en disant bah oui, je suis d'accord. J'étais à fond dedans. Voilà, donc une suite de comédies, ou peut-être la comédie française qui m'a le plus plu de l'année. Ok. Alors, en numéro 3, tu as mis un autre Quentin Dupieux, Oui. incroyable mais vrai. Oui, alors bonne année pour Quentin Dupieux. Ici, donc c'est un concept, donc je ne vais pas en révéler beaucoup sur le scénario parce que justement, c'est le principe, c'est qu'il y a une maison, elle a quelque chose d'extraordinaire. Alors, vous en reviendrez pas, mais... Mais dis-moi de quoi il s'agit. Non, mais c'est... Alors, attendez, je vais vous dire, mais c'est incroyable. Oh, mais c'est bon, allez. Voilà, et donc en fait, voilà, c'est ça. Donc en fait c'est ça le concept, c'est Léa Drucker et Alain Chabat qui vont acheter une maison parce qu'il y a une particularité dans cette maison, un truc incroyable. Et du coup en fait de ce concept il va y avoir un genre de secret, est-ce qu'on le révèle ou pas, et puis il y a surtout qu'est-ce qu'on en fait de cette particularité de la maison. Il va y avoir toute une notion avec l'éthique, on va dire, d'utiliser cette particularité de la maison. C'est très difficile de ne pas spoiler ce film. Disons que sur les affiches, il y en a eu deux. Il y en a une où on voit la maison de nuit et l'autre on voit la maison de jour. Et les persos sont sur une espèce de cadran. Ouais. Donc il faut garder cette idée en tête. C'est ça. Voilà. Et puis en parallèle, on a l'histoire donc d'un autre couple où le mec s'est fait greffer une bite mécanique. Et, symbole de virilité. C'est ça. Et il peut la commander, etc. Et c'est un truc japonais, c'est trop bien. Et depuis qu'il a ça, c'est trop bien, etc. Donc bref, voilà, il y a les deux histoires en parallèle. C'est assez drôle. Il y a pas mal de choses, de messages, je trouve, sur la temporalité, puisqu'on a dit qu'il y a un lien avec l'horloge, et en même temps avec la virilité, avec des choses comme ça. Et il arrive à faire deux messages en même temps, que ce soit assez beau. Et la fin, il y a un montage qui est très intéressant pour dire, bon voilà, on va pas étirer le film plus que ça, on va résumer ce qui va se passer après par un montage. Et ça, moi je trouve, il y en a qui ont vu ça comme un aveu d'échec, moi je trouve qu'au contraire, je trouve que c'est plutôt dire, voilà, on a compris le principe, si on fait un film de 2 heures, ça va être chiant, on va faire un film d'1h20, et ça va suffire, et voilà, ça passe. Et c'est bien parce que sur un montage sans parole, juste avec de la musique, et donc des images qui défilent, il arrive à être drôle et touchant en même temps. Et ça c'est très fort, parce que c'est peut-être l'une des premières fois où je vois un film de Dupieux où je me dis, je trouve ça quasi émouvant. Donc c'est vraiment bien foutu. Alors moi en numéro 3, j'ai mis un autre film qui traite d'homosexualité, c'est 3 nuits par semaine de Florent Gouelou, très joli prénom. Donc là en fait c'est l'histoire d'un photographe qui est là, créer des petits articles un peu à droite à gauche, et qui a sa femme qui travaille pour le SIDAction, donc voilà, qui fait des maraudes comme ça, attention, protégez-vous, mettez des capotes, tout ça. Et il se trouve qu'il y a un soir où il y a un de ces homosexuels qui lui dit bah tiens, on va aller dans ce club, j'ai un pote à te présenter. Donc il arrive là-bas, et là en fait il se retrouve devant le spectacle d'un drag queen qui arrive sur la musique Utopia de Goldfrapp, un groupe dont je suis ultra fan, donc forcément on passe une musique qui est rarement présente dans des films, et là la scène est magique, et on arrive à avoir donc son show à elle, enfin lui, enfin bref, et on voit surtout le désir dans ses yeux à ce personnage principal, comment dire, on a la caméra qui va se rapprocher de lui, un peu comme Spielberg fait quand il voit l'espèce d'émerveillement, tout ça. C'est très très beau. Et ensuite, on va avoir le désir, donc, la séduction de ce mec par rapport à cette drag queen. Le rapport avec son couple. Est-ce que finalement, il se découvre pas une homosexualité? Et il a une attirance pour lui quand elle est déguisée en fille. Quand c'est juste un mec qui a enlevé tout son maquillage, là, ça peut changer. Et il va partir dans une espèce de road trip avec eux, parce qu'ils vont partir en tournée. Voilà. Et on va avoir des choses qui se cachent, des non-dits. C'est tourné un petit peu, sur certains points, comme une comédie romantique. Mais, comment dire, le cadre de base est tellement différent de ce qu'on a d'habitude, que finalement ça renouvelle un peu le genre.
Et ça reste vraiment touchant. Il y a des scènes qui m'ont rappelé un peu Carrie, sans le côté gore, mais je vois les inspirations qu'il peut avoir. Et oui, moi j'ai été touché. J'avais vu ce film dans un petit cinéma de quartier, et franchement, très belle surprise. Esthétiquement, c'est magnifique. Alors en numéro 2, tu as mis un film que j'ai trouvé moyen, dont on a parlé dans une autre vidéo, c'est Coupé de Michel Hazanavicius. Alors moi j'ai beaucoup aimé ce film parce que je n'ai pas vu l'original, donc je n'ai absolument pas la référence. Qui était Ne coupez pas. Qui était Ne coupez pas, voilà. Alors le principe du film, c'est on voit un film très mauvais au début et on comprend pas pourquoi c'est très mauvais. On se dit putain mais qu'est-ce que c'est, il y a un grain sur l'image, il y a les acteurs sont pas bons, il y a des trucs qui ont l'air de... Enfin la caméra à un moment elle filme rien du tout, on comprend pas, il y a plein de choses comme ça. Ça c'est le premier tiers du film, et donc du coup ça perd certaines personnes aussi. Et donc après le deuxième tiers c'est la pré-production du film. Et on voit tout ce qui s'est pas bien passé dans la pré-production du film. Et enfin le dernier tiers c'est la réalisation du film avec toutes les couilles qu'il y a eu sur le plateau. Et là, on comprend progressivement, on dit « Ah, mais oui, c'est pour ça qu'il y a ça dans le film. Ah, mais oui, c'est pour ça qu'il y a ça dans le film. » L'envers du décor. Voilà, l'envers du décor. Et je trouve que c'est super intéressant pour voir toutes les merdes qu'on peut avoir déjà sur du cinéma amateur. Et c'est peut-être aussi pour ça que je l'ai apprécié, c'est-à-dire que on peut, quand on a fait un peu de cinéma amateur, de se dire « Ah oui, effectivement, ça déconne, effectivement, bah, je comprends ce genre de truc, l'acteur qui vient pas, le vidéo, le truc, ah, on remplace sur le tournage, ah bah tiens, toi t'es maquilleuse, mais tu vas faire quand même tel truc. » Et en fait, c'est tellement des problèmes qu'on peut connaître quand on a fait un tournage. J'ai déjà fait des tournages où, en regardant les rushs, on a dit « On va pas le monter ce film », et puis on a tout jeté des jours de tournage parce que c'était une catastrophe. Donc vraiment, c'est assez drôle là-dessus. Après, voilà... N'ayant pas vu la référence de base, c'est vrai que c'est difficile de voir les points négatifs que Florent peut avoir sur ce film-là, qui sont plutôt un problème de comparaison par rapport à l'original. Oui, après, c'est surtout par rapport à la logique de ramener certains personnages du film originel. Et là, on se dit, mais attends, s'il est réadapté, comment tu peux faire un remake? Enfin bref, il y a un truc qui tient pas trop la route, mais après, ça reste quand même un très bel hommage au cinéma. Et c'est ça qui est bon. Ça, je peux comprendre que voilà, ça permet une certaine porte d'accès au public qui n'a pas l'original japonais. Donc, je vais pas détester non plus, quoi. Alors moi en numéro 2, j'ai mis Ouistreham de Emmanuel Carrère. Alors là, sur la base, je me suis dit waouh, dis donc, c'est vraiment le film social par excellence. J'ai failli le mettre dans les surprises, mais au final, la scène de fin m'a complètement fait shifter. Je me suis dit waouh, mais c'est excellent. En fait, l'histoire c'est tout simple. C'est donc Florence Aubenas, une journaliste qui a été séquestrée, kidnappée en Amérique du Sud pendant un temps, qui là, en revenant en France, donc c'est une histoire vraie, s'est dit bon je vais faire un petit sujet sur les femmes de ménage sur les bateaux. Et donc elle va à Pôle emploi, elle dit ouais bonjour, je veux être femme de ménage. Vous vous appelez comment? Donc elle change son nom, elle fait ok, bon voilà, il y a ses petites missions, donc elle découvre le boulot de femme de ménage. Et puis après, il y a sa chef de Pôle emploi qui lui dit mais attendez, c'est de moi en fait, vous êtes journaliste? Oui, et vous habitez Paris, c'est ça? Enfin voilà, dans les sphères de grand luxe. Oui, mais il faut pas le dire, voilà, je vais rester un peu sous couverture, puis comme ça tu vais vraiment découvrir le monde comme elle. Et il se trouve qu'à un moment, elle a un boulot sur des bateaux. Donc c'est les bateaux qui arrivent à quai, les femmes de ménage qui montent dedans et qui ont, je sais pas, 1 minute par chambre pour tout faire, pour tout laver. Donc on la voit, elle est excédée. Elle commence à se lier d'amitié avec certaines femmes de ménage. Et en même temps, elle est obligée de cacher son identité de journaliste. Et parfois, ces sphères donc, de Paris peuvent rejoindre ces sphères. Donc il faut surtout qu'elle arrive à cacher un peu son jeu pour pas se faire avoir. Et je trouve que le film est fort. Bon, je vais pas essayer de spoiler, mais comment dire, on a une fin qui est douce amère, je vais pas dire en demi-teinte, mais qui laisse un arrière-goût en bouche, comme une espèce d'impossibilité. Et c'est ça qui est marquant et qui fait vraiment réfléchir au-delà du film, c'est qu'on se dit waouh, mais en fait, c'est un film qui est désespérant, tout en étant
assez joyeux dans l'idée de groupe de femmes de ménage et de tout ce que ça ressort. Et je pense que c'est un des films avec Juliette Binoche que j'aime le plus sur ce qu'elle a fait dans toute sa carrière, parce que c'est un film qui a un fond qui est extrêmement profond et qui est marquant. Voilà, c'est un des films français que j'ai trouvé le plus marquant clairement de l'année. Et en numéro 1, c'est un top 1 commun, c'est À plein temps de Éric Gravel avec Laure Calamy, qui quand même a eu une incroyable année, qui a joué récemment dans Annie Colère, qui parlait donc des prémices des lois pour l'avortement, et qui a aussi joué dans c'était quoi? C'était le thriller L'origine du mal. Oui, c'est ça. Il était aussi très bien. Alors, À plein temps. Alors, À plein temps, ça parle de quoi? Ça parle donc d'une jeune femme en fait qui va en fait ça va être le quotidien d'une femme pour être précis, et le résumé pourrait s'arrêter là parce que c'est comment un quotidien d'une femme célibataire, donc seule, seule parce qu'elle a 2 enfants, comment une femme seule qui vit loin de son travail va gérer le stress du quotidien la nounou elle peut pas me garder mes enfants de telle heure à telle heure, donc faut que je les récupère, mais le problème c'est qu'il y a les trains qui font la grève, donc voilà, il y a pas mal de choses qui se mettent en place, et on a vraiment cette idée plutôt du stress que peut avoir la vie quotidienne. C'est la vie quotidienne filmée comme un thriller. Voilà, c'est ça, la vie quotidienne comme un thriller, et c'est ça qui est très très bien foutu, c'est que on arrive à être stressé pour est-ce qu'elle va avoir son train, est-ce que elle va pouvoir récupérer ses gamins chez la nounou à temps, qu'est-ce que va dire la nounou, est-ce qu'elle va pouvoir regarder sa nounou, parce que justement voilà, il y a plein de trucs comme ça, et il y a une beauté dans la fin aussi que je ne révèle pas, où on a un moment un peu suspendu après cette 1h20 de rush. On a un moment suspendu de remise en cause en fait qui est assez beau et qui nous fait réfléchir en spectateur en se disant mon Dieu, mais quelle décision va-t-elle prendre? Parce que en fait elle est donc femme de ménage dans un hôtel, on n'est plus sur les bateaux, et elle veut trouver un autre boulot, donc elle doit gérer ses enfants, essayer de pas rater son RER, essayer de passer des entretiens pour avoir un nouveau boulot, donc elle est obligée de mentir à son travail pour avoir des jours de congé, etc. Ne pas bâcler son travail, enfin vraiment il y a tellement de choses stressantes qui peuvent arriver et qui peuvent foirer, que oui, on a attention, on se dit mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle veut au final? Et c'est ça qui est beau, c'est que le film c'est exactement s'arrêter quand il faut. Ouais, c'est ça. Par contre, c'est pas du tout un film qui donne envie de vivre à Paris ou en banlieue. Ça c'est sûr. On se dit non, en fait on est bien à Besançon, on est bien. Ouais, on est bien. On n'a pas autant d'emmerde. Il y a des grèves demain, et alors on s'en fout, on n'est pas impacté. C'est vrai qu'on est moins impacté quand on vit dans une petite ville de campagne, on va dire. Mais là, si Laure Calamy n'est pas nommée au moins pour un des 3 films où elle a joué cette année, c'est que vraiment ils se disent ouais non, elle a déjà eu son César, laisse tomber. Oui. Là, clairement, elle est ultra méritante. C'est ça, c'est clair. Ouais. C'est clair. Mais bon, après, je sais pas si elle l'aura, mais au moins qu'elle soit nommée dans. Peut-être ce sera plutôt Annie Colère qui sera, je pense, le plus nommable, parce que c'est le sujet. Mais bon, après, on verra. On verra aussi. Et ben voilà. C'est tout pour le Top France. Si vous avez des gens qui détestent le cinéma français ou qui ont énormément d'a priori, peut-être qu'un de ces quinzaine de films français pourront leur plaire. Et très diversifié en plus. Voilà. C'est-à-dire qu'on vous a pas mis que de la comédie, il y a vraiment de la comédie absurde, il y a du drame, du thriller, de la fantastique, ouais. Donc c'est assez varié, donc il y a pas mal de choses. Et il faut savoir regarder, et encore on n'a pas pu tout citer non plus. Et bien sur ce, c'était le Geekophile et Florent. On se redit à très vite. Finité. Incantatem.